C'est une nouvelle phase qui débute pour la bande de Gaza, tout du moins du point de vue américain. Donald Trump a annoncé la formation du Conseil de la paix qu'il présidera sans en préciser ses membres. Ce comité supervisera le comité transitoire, supposé lui gouverner Gaza pendant sa transition. Mais sur le terrain, les frappes israéliennes, vous le voyez, se poursuivent. 10 personnes ont été tuées. Les Palestiniens font face chaque jour à de graves pénuries de nourriture, d'eau potable, de médicaments et de carburant. Karim Yayaoui est avec nous pour faire un point donc, sur ce Conseil de la paix. Karim, bonjour. Bonjour. Où en sommes-nous précisément du déroulement du plan de paix qui avait été adopté il y a plusieurs mois déjà? Alors Donald Trump vient d'annoncer triomphalement que ce Conseil de la paix était sur pied. C'est vrai que tous les regards se tournaient ces derniers temps du côté de l'Iran et Donald Trump, qui veut donner l'impression qu'il emmène les choses jusqu'à leur terme, a annoncé que ce Conseil de la paix était donc nommé, sans, vous l'avez souligné, en préciser les composantes, même si on sait qu'une quinzaine de pays doivent participer à ce Conseil de la paix, notamment le Royaume-Uni, l'Allemagne, la France ou même la Turquie. Il chapeaute en quelque sorte une autre structure qui est centrale dans cette seconde phase, ce comité national palestinien qui a à sa tête un ancien responsable de l'autorité palestinienne, ce qui n'est pas forcément très bien vu côté israélien, mais tout de même les composantes de ce conseil palestinien, ce conseil national palestinien, ont été validées par le Shin Bet israélien. À sa tête, Ali Shat, un ingénieur civil et je vous le disais, un ancien haut fonctionnaire. Alors on a le sentiment que les structures qui doivent accompagner la bande de Gaza vers la paix sont en train de se mettre en place, mais en réalité il reste un chemin considérable avant que les choses ne se stabilisent véritablement, puisque il y a une autre composante qui reste extrêmement floue, c'est cette force internationale de stabilisation qui est censée prendre le relais du Hamas qui était omniprésent sur place et en quelque sorte ramener la sécurité dans la bande de Gaza. Un certain nombre de pays ne sont pas véritablement intéressés à l'idée d'y participer. D'autres voudraient y participer, comme la Turquie, mais côté israélien, on leur refuse cette possibilité. Et puis le Hamas n'a pas encore véritablement déposé ses armes. Steve Witkoff, qui est l'envoyé spécial de Donald Trump dans la région, a rappelé encore une fois cette nécessité. Il a rappelé aussi la nécessité de rendre le corps du dernier otage, qui est toujours enseveli probablement sous les décombres dans la bande de Gaza. Mais par contre, il n'a pas évoqué le retrait israélien au-delà de la ligne jaune qui sert actuellement de ligne de démarcation. En tout cas, on peut interpréter ça tout de même comme un coup de pression sur Benjamin Netanyahou, même si on l'a vu extrêmement proche de Donald Trump ces derniers temps. La phase 2 a été décrétée par les Américains sans que le Hamas n'ait véritablement détaillé son projet de démilitarisation. C'est un peu un désaveu pour Benjamin Netanyahou, qui, pour des raisons de politique intérieure, avait promis de bloquer cette phase 2 tant que la dépouille du jeune policier Ran Gvili n'aurait pas été rendue à sa famille. Et clairement, on sent bien que Donald Trump veut accélérer. Il y a peut-être aussi des considérations de politique intérieure parce que la base MAGA se fait de plus en plus critique à l'égard d'Israël. On entend que Donald Trump passe en force, mais malgré tout, sur le terrain, les Israéliens poursuivent les raids. Le cessez-le-feu n'est pas respecté. Le cessez-le-feu n'est pas respecté. Du côté de l'UNICEF, on évoque ce chiffre de 100 enfants qui auraient été tués depuis le mois d'octobre, quasiment un garçon ou une fillette tuée chaque jour. La situation est extrêmement difficile aussi depuis notamment que 37 organisations humanitaires ont vu leur accès à la bande de Gaza refusé par Israël. Des ONG importantes, clés pour participer en quelque sorte à l'effort pour ramener un semblant de vie dans cette bande de Gaza. Et puis le cessez-le-feu, vous l'avez souligné, n'est nullement respecté. Il y a eu des frappes très régulièrement. Le New York Times a analysé le fait que 2500 structures ont été détruites et parfois bien à l'intérieur de la ligne, au-delà de la ligne jaune qui est censée marquer cette ligne de démarcation. Certains soulignent que cette ligne de démarcation n'est pas très claire. Les Israéliens auraient
aurait parfois gagné 4 à 500 mètres sur la zone qui devait rester côté palestinien. Tout ça rend les conditions de vie extrêmement difficiles pour la population palestinienne qui a bien du mal à voir les effets de ce cessez-le-feu. Ce plan de paix reste associé à des projets immobiliers. Quelles sont leurs réalités aujourd'hui? Alors c'est toujours des projets, mais c'est vrai que les hommes d'affaires sont toujours en embuscade. Selon le Financial Times, eh bien, un certain nombre d'hommes d'affaires américains et israéliens seraient à l'œuvre, notamment un certain Ariel Lightstone, qui est proche des milieux trumpistes. Tous ces hommes n'ont pas de fonction officielle, mais ils ont l'oreille de Jared Kushner. Ils s'inscrivent dans une logique purement entrepreneuriale, des entrepreneurs du bâtiment qui rêvent de mettre sur pied un projet qui s'appelle Project Sunrise et qui n'est pas sans rappeler cette Riviera dont Donald Trump avait parlé. Tout ça reste pour l'instant hypothétique et sera bien difficile à mettre en œuvre tant que la paix ne sera pas vraiment revenue dans la bande de Gaza, alors qu'en Cisjordanie, la colonisation continue de plus belle et sape tout espoir d'un État palestinien un jour. Je vous remercie beaucoup, Karim.